Merci Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Depuis plus de 8 mois, le peuple ukrainien résiste héroïquement à l'impérialiste russe. Depuis quelques semaines, son armée a inversé la tendance sur le terrain et commencé à repousser l'envahisseur vers la frontière russe. Qui aurait imaginé ce scénario quand, en février, les colonnes de blindés russes descendaient sur Kiev et que l'on proposait au président Zelensky un sauf-conduit pour quitter le pays? Goliath a des pieds d'argile et David, lourdement armé par ses alliés, est beaucoup plus grand que ce que l'on escomptait. La guerre est installée dans tout le sud et l'est du pays et durera encore des mois, alors que l'hiver s'apprête à geler les positions. Le bilan humain, qui malgré les difficultés d'estimation, se chiffre au moins à plusieurs dizaines de milliers de morts et de blessés, et va continuer hélas à s'alourdir. Les civils ukrainiens payent également un lourd tribut, victimes des bombardements massifs, des attaques des drones kamikazes et des crimes de guerre en tout genre de l'occupant russe, qui, fuyant devant la percée ukrainienne, a laissé comme à Boutcha d'atroces charniers, des fosses communes mal dissimulées qui révulsent le cœur et l'esprit. Dans ces odieux massacres de civils, les femmes ont comme souvent été victimes d'abominables violences sexuelles. Pramila Patten, représentant du secrétaire général de l'ONU, considère que le viol en Ukraine est bel et bien une arme de guerre, une stratégie militaire visant à déshumaniser les victimes et à terroriser la population. Les quelques victimes recensées, parmi tant d'autres restées anonymes, ont entre 4 et 82 ans. Effroyable. L'armée russe ne recule devant aucune barbarie pour tenter de saper le moral du peuple ukrainien. Elle bombarde toujours indistinctement les civils et distinctement les réseaux électriques pour semer la terreur, l'inconfort et le froid. Madame la Première ministre, à ce jour, l'Ukraine ne demande pas d'aide pour réparer les réseaux électriques. Mais le cas échéant, la France et l'Europe sont-elles prêtes à envoyer des techniciens et des groupes électrogènes pour éviter qu'une partie de la population ukrainienne connaisse un hiver glacial? Acculée, la Russie ne recule devant rien. Bombardement d'infrastructures civiles, mobilisation partielle, loi martiale, menaces nucléaires répétées, balistiques, mais aussi civiles. Il semblerait qu'à l'heure où nous parlons, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'aient plus accès à la centrale de Zaporijjia. Ce qui est, comme depuis le début du conflit, une source d'inquiétude aiguë. Cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes est insoutenable. Plus que jamais, le monde doit s'engager vers la fin du cauchemar nucléaire, pour citer, une fois n'est pas coutume, le pape François. Je reformule notre demande d'adhésion de la France en tant qu'observateur au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. L'autocrate du Kremlin joue sa survie et a entraîné le conflit au-delà d'un point de non-retour. Un monde en paix où Vladimir Poutine demeure président de la Fédération de Russie est une chimère. Nous l'avons laissé agir en Géorgie, nous l'avons laissé agir en Syrie, nous l'avons laissé agir en Crimée, et cela doit cesser. L'Ukraine doit gagner cette guerre. Cette victoire sera atteinte quand l'Ukraine aura recouvré ses frontières de 91, Donbass compris, Crimée comprise, ou quand elle décidera que ses objectifs militaires sont atteints. Toute tentative de médiation avec le dictateur russe semble vaine. Poutine refuse le dialogue et ne comprend que le rapport de force. La position française des derniers mois a parfois dérouté le gouvernement ukrainien, comme nombre de nos partenaires européens. Nous demandons au président de la République de ne plus tergiverser, de cesser d'invoquer comme un mantra une hypothétique table de négociation. Cette rhétorique de médiation n'a pas de sens. La France est trop engagée dans le conflit pour tenir ce rôle. Vladimir Poutine se considère de toute façon en guerre contre l'Occident, que nous le voulions ou pas. Le rôle de la France est celui d'un soutien ferme et sans ambiguïté à l'Ukraine, au droit international, à la démocratie, à nos valeurs et à la lutte contre le dérèglement climatique, tributaire de la victoire de l'Ukraine et des démocraties. Un soutien plus ferme dans ses mots, un soutien plus ferme dans ses actes. La France, qui est la première armée d'Europe, qui prône l'autonomie stratégique du continent, doit porter son effort d'aide à l'Ukraine, à la hauteur de l'ambition géopolitique qui est la sienne, à la hauteur de notre voisin britannique, qui forme 20 000 soldats ukrainiens quand nous en formons 10 fois moins, à la hauteur de nos voisins allemands qui livrent des chars d'assaut aux pays d'Europe de l'Est pour que ceux-ci puissent céder leurs chars soviétiques à l'Ukraine,
Pour limiter les dégâts des drones iraniens, le 12 octobre dernier, le président de la République a annoncé que la France allait fournir à l'Ukraine des systèmes antimissiles pour se protéger, notamment des drones iraniens. Vous nous confirmez aujourd'hui que cette promesse sera tenue. Cette fermeté doit aussi s'adresser à nos entreprises qui continuent leur activité en Russie, au premier rang desquelles Total Énergie, qui contribue indirectement à la fourniture en kérosène de l'armée russe et donc au bombardement de la population civile. L'énergéticien doit quitter la Russie. Il fait honte à notre pays quand ses homologues occidentaux ont tous annoncé abandonner leur activité en Russie. Il s'enrichit indûment grâce à l'explosion des cours du pétrole et du gaz. Un véritable profiteur de guerre, comme le dénonçait bravache le président de la République en juin dernier au G7. Madame la Première ministre, comment pouvez-vous, dans ces conditions, refuser encore et toujours de taxer les superprofits des profiteurs de guerre ? Allez-vous au moins faire vôtre l'excellente proposition de notre collègue Boris Vallaud et des députés socialistes de saisir pour les verser à l'Ukraine tous les dividendes et autres gains que les entreprises auraient perçus en demeurant sur le sol russe ? Notre dépendance à l'énergie russe continue d'être notre talon d'Achille dans cette bataille. L'Allemagne dépend de son gaz. Nous dépendons de son uranium. Entre 2000 et 2020, la France a importé de Russie 19 245 tonnes d'uranium naturel et 8 213 tonnes d'uranium enrichi. Nous importons près de la moitié de notre uranium du Kazakhstan, pays militairement lié à la Russie. Le dernier arrivage de Russie connu, 52 fûts d'uranium enrichi, date du 24 août dernier. La prétendue souveraineté qu'offre le nucléaire est une vaste farce. Le régime de sanctions européennes en pâtit et notre effort est loin de ce qu'il devrait être, asphyxier économiquement la Russie. L'heure pour le continent, pour le pays, est à la souveraineté et à la sobriété énergétique. Et vous l'avez rappelé, celle que seul procure le soleil, le vent et l'eau, à condition de doter l'Europe de filières industrielles en capacité d'assurer sa transition énergétique. Aucun plan européen, aucun projet de loi français pour accélérer le développement des énergies renouvelables n'atteindra ces objectifs si nous ne sommes pas capables de nous équiper nous-mêmes avec le plan de relance américain, avec les nouveaux objectifs du gouvernement chinois. La demande intérieure de panneaux solaires des deux plus grandes économies du monde va exploser. L'Europe va pouvoir produire les siens. Plus rapidement, ce sont les mesures de sobriété que nous devons développer. Votre gouvernement a fait quelques promesses en la matière, mais qui reposent encore beaucoup trop sur le volontariat des entreprises. Il faut davantage de contraintes. Les solutions de court et de moyen terme sont pourtant légion. Cette sobriété est d'autant plus indispensable que la crise énergétique avait démarré avant la guerre en Ukraine et se poursuivra après, impactant toujours plus le pouvoir de vivre de nos concitoyens. La seule bonne nouvelle, s'il y en a une dans cette période de graves troubles, c'est que les intérêts vitaux du peuple ukrainien, les intérêts vitaux de nos concitoyens et les intérêts vitaux du climat se rejoignent. Voilà un dilemme de moins sur votre bureau. Il faut sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles et décupler nos efforts en matière de transition et de sobriété énergétique. Notre avenir est intimement lié à celui du peuple ukrainien.